La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Café Philo. Café Philo, c'est une grande aventure philosophique tous les mardis et c'est une initiative de l'association culturelle Café Philo en partenariat avec la radio-télévision Caraïbe. Et en plus des débats, des séances de débats philosophiques qu'organise l'association, elle est aussi impliquée dans d'autres projets sociaux, pas seulement à Port-au-Prince, mais également dans les villes de province. Il y a désormais Café Philo à Port-de-Paix, Café Philo à Jacmel, etc. Je pense que c'est un signal positif pour l'avenir de la philosophie en Haïti. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la science avec une femme exceptionnelle. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Entre-temps, je vais rester dans le format de Café Philo. Je vais vous demander de vous mettre debout pour l'hymne national. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Pour le drapeau, pour la patrie. Mourir beau. Notre passé nous crie, ayez la Marguerite. Mourir pour le drapeau, pour la patrie. Mourir pour le drapeau, pour la patrie. Voilà, merci. En fait, derrière toute initiative, il y a une idée, il y a une philosophie. Derrière Café Philo, c'est cette musique que nous allons écouter qui nous sert de tremplin philosophique. C'est Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de
tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Voilà, et en fait, c'est notre invitée pour ce soir, c'est Michèle Duvivier-Pierre-Louis. Elle est économiste, professeure d'université et femme engagée. Et Pascal Adrien, je me rappelle, a écrit un portrait sur Madame Michèle Duvivier-Pierre-Louis dans le livre que j'ai coordonné avec Émilie Tremblay, haïtienne, portrait de femme militante. Pascal a souligné que si on vous demande de résumer la vie de Michèle Duvivier-Pierre-Louis, il ne faut pas chercher par quatre chemins. C'est focal. En effet, 20 ans déjà, depuis qu'elle a érigé ce monument en l'honneur de l'épanouissement de la vie associative, sociale et culturelle. Voilà, nous avons Michèle Pierre-Louis avec nous, mais on va rester dans le format de Café Philo que vous connaissez par cœur. On va regarder un extrait d'une interview avec la professeure Michèle Duvivier-Pierre-Louis. Je suis Michèle Pierre-Louis d'Haïti et très fière de l'être. Rencontre et mémoire. On pourrait dire que ce n'est pas nécessairement deux termes antinomiques, mais ce n'est pas nécessairement deux termes que l'on a l'habitude de rencontrer ensemble. Pour moi, une rencontre, que ce soit une rencontre entre deux personnes ou une rencontre collective, veut dire aller vers l'autre et être à l'écoute de l'autre.
mais en même temps être à l'écoute de soi, de ce qu'on veut pouvoir exprimer, ce qu'on veut pouvoir dire, ce qu'on veut pouvoir démontrer. Et je crois que la question de l'autre aujourd'hui est une question fondamentale et probablement l'une des questions les plus importantes de notre monde moderne. Parce que je crois qu'il y a une difficulté d'aller vers l'autre, il y a une difficulté de définir ce que c'est que l'altérité. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le problème des migrations, le problème de la difficulté d'accepter l'autre dans son humanité, on voit bien que la question de l'altérité est peut-être, depuis que le monde est monde, une des questions fondamentales que nous n'avons toujours pas réussi à résoudre. Donc déjà, dans ce mot, dans ce concept, il y a quelque chose de lourd. Mais en même temps, notre devoir est de le rendre léger et de faire en sorte que, justement, on lui donne du sens. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, associer rencontre à mémoire, c'est encore plus difficile, puisque nous portons chacun en nous une mémoire de qui nous sommes, une mémoire d'où nous venons, une mémoire de notre identité, de notre passé. Et il faut faire le tri aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de mémoire, il faut faire le tri. Et quelle est la sélection que nous voulons faire de ce qu'est notre passé et comment nous voulons aussi redéfinir cette mémoire. Ce n'est pas aussi évident que ça non plus. Alors, voilà deux termes sur lesquels il faut pouvoir réfléchir et qui ne concernent pas nécessairement seulement le passé, mais notre devenir de personne, de peuple, et en même temps notre devenir collectif. Avons-nous la capacité de sortir de nous-mêmes et d'aller vers l'autre et de faire que dans ce processus mémoriel, nous trouvons les points d'attache qui font de nous non seulement ce que nous sommes, mais qui nous lient à une humanité qui nous dépasse. Bon, je crois que dans la complexité de ces expressions elles-mêmes, la rencontre, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois que j'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ceux et celles que je rencontrais. Quels sont les points communs que nous avons au-delà des histoires d'identité, de race, de couleur, de préjugés. Qu'est-ce qui nous porte à avoir ce même langage, au-delà même de la difficulté des langues? Qu'est-ce qui nous porte à avoir ce langage d'humanité et qui permet cette rencontre qui peut se dénouer sur le plan individuel tout aussi bien que sur le plan collectif. Donc je suis ravie que ces questions que vous posez nous portent à nous interroger sur nous-mêmes et à aller au plus profond de ce que nous portons d'humanité et de respect des autres dans leur propre humanité et dans leur dignité. Je crois que j'ai tout dit en ce qui me concerne et je crois que ça va me permettre, moi, d'approfondir davantage ces questionnements. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment la troisième partie de l'émission. Et on va écouter Michel Duvivier-Pierre-Louis. Et je dois vous dire que c'est vraiment un trésor national vivant qui a beaucoup publié. Et elle a fait beaucoup de recherches. Elle a aussi beaucoup de prix. Et en ce sens, je vous invite vraiment à lire le portrait que Pascal Adrien a rédigé sur Michel Pierre-Louis, qui est disponible en ligne. La parole est à vous, Madame Michel Duvivier-Pierre-Louis. Merci, Monsieur Ricardson Dorsey. Bonsoir tout le monde.
Je remercie le Café Philo de m'avoir invité à prendre la parole en ce lieu de débat, d'échange sur les problématiques propres au champ philosophique et scientifique. Un merci spécial à Ralph Jean-Baptiste et à Ricard Sondorcet qui, un mois à l'avance, ont tenu à ce que je reprenne à votre intention une intervention que j'avais préparée en octobre dernier pour le lancement du laboratoire, le LADIREP. Je me réjouis donc d'être ici au Café Philo, de savoir que des jeunes qui ont étudié ou étudient encore la philosophie et ceux et celles qui ont embrassé d'autres disciplines ont saisi l'importance du débat contradictoire, de la nécessité de diffuser des idées, de l'intérêt pour le savoir, pour cette capacité d'étonnement, mais en même temps pour cette possibilité du doute qui caractérise tellement la démarche philosophique. Hannah Arendt ne disait-elle pas « il faut penser l'événement ». Et à ce titre, permettez-moi de lire pour vous un petit livre que je viens de lire, « La philosophie est essentielle à l'existence humaine » de Félix Guattari. C'est une interview qu'il a donnée, un entretien, et il dit ceci, comme il a beaucoup travaillé avec Deleuze. Je cite, « Deleuze et moi, nous ne pensons pas du tout à la mort de la philosophie. Nous pensons que la philosophie se fait, qu'elle est mouvement et que même à travers d'autres cultures que la culture occidentale, sous d'autres formes, comme des formes de sagesse par exemple, la philosophie est quelque chose d'essentiel à l'existence humaine. À ce titre, elle n'est pas réservée aux professeurs de philosophie dans les lycées et dans les universités. Aujourd'hui, la signification du philosophique dans le champ social, c'est de reposer un certain nombre de questions sur la production de subjectivité, sur le fait que la subjectivité est engagée dans d'immenses aventures avec les technosciences, dans d'immenses aventures avec la dégradation de la biosphère, d'immenses aventures avec des mouvements démographiques considérables, des brassages culturels. Est-ce qu'il y a là, à travers cela, une possibilité d'avenir? Est-ce qu'il y a du possible? Il s'agit donc de retrouver comme objectif ce qu'est la finitude, ce qu'est la singularité du rapport au désir, du rapport à la naissance, à la mort, du rapport au cosmos, du rapport au devenir de l'existence, que tous les autres types de finalités nous font fuir, nous font éviter. C'est-à-dire que la fonction de la philosophie, c'est de déniaiser la subjectivité, de la sortir d'un certain infantilisme, de lui rendre la densité de l'événement. » Fin de citation. Le titre de mon intervention est un questionnement. Reproblématiser les champs scientifiques en Haïti, point d'interrogation. Le point d'interrogation a toute sa raison d'être, car il s'agit de questionner où nous en sommes aujourd'hui dans le débat essentiel sur l'avenir de la science, de la recherche dans notre société. Je ne peux m'empêcher de croire que le pays est pour la première fois confronté à un fait tout à fait inédit. De nouveaux laboratoires de recherche s'instituent au sein de l'université haïtienne et ce phénomène semble découler tout naturellement de la disponibilité dans les champs scientifiques, dans le champ académique, de nombre jamais atteint jusqu'ici, me semble-t-il, tout au moins, de docteurs et de doctorants, toutes disciplines confondues. Donc c'est un peu ce qui m'a porté à réfléchir sur cette problématique. J'ai l'impression qu'au cours des dernières années, Haïti n'a jamais eu autant de jeunes docteurs et de doctorants. Lorsque j'avais lu les documents du LADIREP, qui m'avaient donc demandé de faire cette présentation au moment de leur lancement académique en octobre dernier, j'avais compté déjà 10 docteurs et 11 doctorants, hormis les membres adjoints et les membres associés. La tendance se confirme et s'étend à d'autres institutions d'enseignement supérieur, l'École normale supérieure par exemple, et le corollaire serait que le mouvement inverse se vérifie également, c'est-à-dire que l'existence de laboratoires stimule la poussée vers les études doctorales, les possibilités de recherche et d'enseignement étant peut-être bien plus établies aujourd'hui.
Ceci d'autant qu'il existe un collège doctoral dont le conseil scientifique est habilité à sanctionner les travaux des chercheurs et légitimer l'existence des laboratoires, dont d'ailleurs le LADIREP. Mais ce simple constat, quoique évident et quoique édifiant quelque part, méritait d'être corroboré par des informations plus soutenues. J'ai voulu en savoir plus et prendre la mesure de cette tendance dans le temps. C'est-à-dire que j'ai voulu avoir des statistiques sur le nombre d'étudiants ayant obtenu des diplômes de 3e cycle au cours des 20 dernières années. Je me suis adressé à qui de droit. Malheureusement, je n'ai pas eu les chiffres. Dommage. Ceci est peut-être un symptôme du peu de cas que l'on fait des statistiques dans notre pays. Car il aurait été intéressant de voir en regard des données démographiques globales si le nombre de docteurs se mesure en valeur absolue ou relative. Vérifier si le ratio entre cette population cible et le nombre total d'habitants aurait grandement fluctué dans le temps. N'empêche, je n'ai pas eu ces données, mais le nombre compte et dès lors, ne faut-il pas chercher à déduire du sens de cette nouvelle situation. Tenter de cerner dans quelle dynamique se positionnent ces nouveaux diplômés et statuer sur la place qui est désormais attribuée à la recherche scientifique dans notre pays. Tout le questionnement est là. Quel dépassement peut-on envisager, compte tenu des difficultés des siècles derniers, à faire émerger une culture vraiment scientifique qui s'inscrive dans la durée? Quel rôle donne-t-on à la science? Quel rôle donne-t-on à la philosophie? Pour cela, je suis remontée dans le temps et j'ai décidé de revisiter l'importante étude de James E. McClellan, III, intitulée « Colonialism and Science, Saint-Domingue in the Old Regime ». Malheureusement, ce livre n'a jamais encore été traduit en français. Intitulé donc, je traduis littéralement, « Colonialisme et sciences, Saint-Domingue dans l'Ancien Régime ». Dans son édition de 2010, Evertus Saint-Louis, l'historien que vous connaissez bien, a fait la préface en anglais. McClellan nous offre un décompte historique du rôle joué par la science et la technique dans la colonie la plus riche de la France, Saint-Domingue. Ceci pour consolider le régime colonial et tirer les avantages pour la métropole. Dans le même temps, il nous montre comment la colonisation a par là même considérablement stimulé et enrichi le développement de la science au service du pouvoir et de ses institutions. L'auteur commence sa narration en situant le contexte démographique, économique et social de la colonie. En dépit du fait qu'il s'agissait d'un quart d'île éloigné de la France, je cite, « En 1780, à la pointe de la production, Saint-Domingue était la plus riche et la plus profitable colonie du monde pour le café et le sucre. Déjà en 1776, la seule Saint-Domingue produisait plus de richesses que toutes les colonies de l'Empire espagnol et britannique dans les Amériques. En 1790, les esclaves représentaient 89% de la population, dont le travail coercitif gratuit et sous haute surveillance militaire garantissait le rôle lucratif de la colonie et de sa métropole en produisant près de 50% du sucre mondial. Cette société basée sur l'économie de la plantation et le commerce international était, comme vous le savez, racialement ségrégée, largement rurale, la population urbaine à dominante blanche ne représentant que 8% du total des habitants de la colonie. C'est dans ce contexte ouvert aux expérimentations de toutes sortes que la science européenne débarquait dès le milieu du XVIIIe siècle, participant de plein gré à l'essor de la colonie. Saint-Domingue figurait parmi les centres scientifiques les plus en vue de l'Europe. Science et colonialisme se sont dès lors agrégés pour transformer le monde. Et dans ce siècle des Lumières, la science n'était déjà pas comprise comme une entité intellectuelle et sociale monolithique. Elle était plutôt vue comme un complexe dynamique d'idées au service d'États, d'institutions, d'individus, de groupes sociaux, personnifiant le savoir à différents niveaux et l'étendant à des connexions et des ramifications par-delà les mers. C'est ainsi que naturalistes, médecins, pharmaciens, botanistes, astronomes, démographes firent le voyage dans la colonie pour étudier
la faune, la flore, les maladies tropicales, l'eau, la mer, les côtes, le ciel, la population et la nature en général, et même la linguistique. Qu'on se rappelle que la proclamation générale de Sontonax libérant les esclaves en août 1793 avait été écrite et prononcée en créole. Pour ces chercheurs, il ne s'agissait pas nécessairement de faire avancer la science pure, mais de la mettre au service des intérêts du pouvoir colonial. À ce compte, la science et l'organisation du savoir ont fait partie intégrante du processus de colonisation dès ses débuts. Chapitre après chapitre, McClelland nous donne à voir avec force documentation les champs d'application de cette science sans laquelle la métropole semblait ne pas pouvoir évoluer. Dans le chapitre intitulé « Population et sociologie », il passe en revue les relations entre les différents groupes sociaux, tout en cherchant à identifier leur provenance, leur interaction, leurs préjugés, les règlements institués par les édits du roi, les relations de pouvoir. Il va jusqu'à nous apprendre que les Acadiens du Canada français, et une étrange colonie d'Allemands ont constitué les deux groupes les plus exotiques dans la sociologie de Saint-Domingue. Ces deux groupes arrivèrent presque en même temps, en 1764, suite à des circonstances également dramatiques. Les Anglais avaient déporté vers les États-Unis 12 000 Acadiens canadiens après la guerre de 7 ans avec la France, et environ 400 s'arrêtèrent à Saint-Domingue sur le chemin et y restèrent. Quant aux Allemands, ils avaient été recrutés par la France pour faire partie de l'expédition de 1763 qui devait coloniser Kourou en Guyane française. On sait déjà que Kourou est devenu cette base de lancement d'Ariane jusqu'à aujourd'hui. L'expédition fut un échec et plus de 2500 survivants s'installèrent à Saint-Domingue. Les Acadiens ne survécurent pas aux mauvaises conditions de vie. Quelques-uns s'échappèrent et s'enfuirent vers la Nouvelle-Orléans. Les Allemands s'établirent à Bombardopolis et y prospérèrent jusqu'à la Révolution. Il paraît qu'il y aurait encore des traces à Bombardopolis jusqu'à aujourd'hui. D'autres chapitres, ce qui encore mérite de certaines recherches. D'autres chapitres traitent de l'économie, de l'industrie, du contexte urbain, de la météorologie, de la science populaire, de la science et de la franc-maçonnerie et de la médecine. Je peux citer à titre d'exemple les travaux de Jean-Baptiste Dasil, un Français qui passa 2 décades dans la colonie à étudier le comportement des esclaves. Médecin de profession, il publia en 1776 « Observations sur les maladies des nègres », la première étude du genre qui fut hautement saluée par les autorités coloniales. Son argument ne laisse aucun doute sur ses motivations. Je cite, « L'utilisation d'esclaves est le moyen le plus important et le plus fondamental pour la prospérité d'une colonie, et la survie de ces malheureux infortunés est ce qui la rend effective. Être préoccupé par la santé des esclaves, c'est rendre d'abord aux colons, ensuite au commerce de la nation en général, et en fin de compte à la prospérité de l'État. » Fin de citation. De même, l'inoculation à moindre coût à protéger et préserver le capital et la propriété des colons, l'inoculation a renforcé le système esclavagiste à Saint-Domingue et fournit un modèle pour l'utilité sociale de la science et de la médecine. Mais toutes ces expériences démontraient en finale une grande capacité de transgression de l'éthique scientifique élémentaire, et l'exemple le plus cruel a été celui de l'utilisation du poison à des fins d'expérimentation scientifique. La peur du poison a dominé la vie coloniale, surtout après l'affaire Macandal, que vous connaissez, en 1757. Charles Artaud, médecin du roi, beau-frère de Moreau de Saint-Méry et membre du Cercle des Philadelphes, a lui-même conduit un certain nombre d'études sur les effets des poisons et concoctions utilisés par les esclaves en prenant des esclaves même comme cobayes. Il faut lire sur ce sujet le livre de Caroline Houdin-Bastide, « L'effroi et la terreur, esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles ». McClelland nous apprend également que le développement de la science à Saint-Domingue a donné lieu à des rivalités entre les structures de pouvoir instituées dans la colonie et ayant des intérêts divergents vis-à-vis de la métropole. Tout ceci dans un climat d'exploitation sauvage et de renforcement à outrance du système esclavagiste. Même lorsque la colonie était en plein essor économique et que de nombreuses expériences scientifiques y avaient cours, le pouvoir en métropole tenait à s'en assurer le contrôle et limitant
et limitant autant que possible le progrès des sciences, des arts et métiers, dont les résultats devaient, en son point de vue, demeurer le privilège exclusif de la France, presque autant que le privilège commercial. Ceci jusqu'à l'insurrection générale des esclaves en 1791 et la guerre qui s'ensuivit quelques 11 ans plus tard pour aboutir à la proclamation de l'indépendance d'Haïti en janvier 1804. Qu'allait-il se passer à partir de cette date où venait de s'effectuer une rupture brutale avec l'ordre ancien? Quelle place la science et la technique allaient-elles occuper dans le nouvel État et dans la société qui se réorganisait selon une nouvelle hiérarchie? Était-il possible de subvertir le modèle scientifique qui était à l'œuvre dans la colonie et le mettre au service de l'État nouveau, au service de l'éducation, de la production d'une pensée, d'un savoir, de la production de richesses dans l'intérêt général? Nos chefs étaient-ils capables de penser le nouvel État? Ne se voyaient-ils pas plutôt comme l'incarnation d'un pouvoir personnel aux préoccupations totalement éloignées des intérêts de la collectivité nouvellement créée? Dans la préface de ce livre de McClellan, Vertus Saint-Louis avance que les questions soulevées par McClellan devraient intéresser tout un chacun, particulièrement les citoyens et citoyennes des ex-colonies, pays nominalement indépendants, dit-il, pour qu'ils comprennent les liens qui existent entre société, science et pouvoir. Le constat qu'il fait est que ces ex-colonisés, tout en dénonçant l'oppression réelle exercée par les puissances européennes, ne s'attachent pourtant qu'aux intérêts et rivalités politiques dans leur pays et ne voient pas toujours le rôle que doit jouer la science dans le développement de la production et des échanges et dans la construction du lien social. Dans un autre texte publié dans la revue Chemin Critique en 2001, ce même Vertus Saint-Louis va beaucoup plus loin dans ses propos et son analyse porte la critique en ciblant une nouvelle fois les relations entre science et pouvoir. Je cite, « En 1804, écrit-il, Haïti se propose d'être un État sans colonie, sans esclavage et sans discrimination à l'égard des nègres. Cependant, l'activité est centrée sur la terre, qu'il s'agisse des chefs militaires, qu'il s'agisse des cultivateurs. Les colons qui avaient un certain savoir s'en iront au cours de la Révolution. Ainsi, au lendemain de 1804, Haïti se trouve coupé des courants de recherche qui continuent de se développer en Europe. Or, à l'époque même de l'abolition de l'esclavage, commencent à se faire sentir les effets des problèmes liés à la science. » Fin de citation. Non, il continue. Vertus a beaucoup écrit sur cette relation entre pouvoir et science. La montée des sciences en tout genre, je cite, en Europe, à partir du XVIIIe siècle, n'est-elle pas liée à celle du capitalisme? Ensuite, les sciences de la vie en tant que sciences naturelles et surtout les sciences de l'homme ont dû s'interroger sur leur méthodologie, leur modèle de vérité, leur statut de connaissance par rapport aux sciences de la nature et aux mathématiques. Alors, quel avenir pour l'histoire et les sciences de l'homme en général dans une société née dépendante du capitalisme international et dans laquelle ne se développe pas la connaissance de la nature? Il est difficile, voire impossible, de saisir certains aspects de la réalité historique en Haïti quand on pense et agit comme si l'esclavage était le principal pilier du système à l'intérieur de Saint-Domingue, sans considérer que le commerce maritime en était l'organisateur, que la maîtrise de la mer et la science qu'elle implique étaient les éléments premiers du système de domination des Européens. D'où une source de faiblesse du discours historique patriotique qui tend à relayer celui des chefs, fiers, avec raison, d'avoir obtenu la cessation de l'ancien esclavage, mais limités dans leur raisonnement et moyens pour mettre fin au contrôle des grandes puissances sur Haïti. » Fin de citation. Vertus Saint-Louis adopte donc un positionnement radicalement différent de celui qui a dominé presque toute l'historiographie haïtienne, et ses arguments sont soutenus par une impressionnante documentation. N'empêche qu'un certain nombre de questions se posent, et se posent toujours. Quelles étaient les possibilités pour les premières générations d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont fait l'indépendance de se saisir de la complexité des phénomènes dont ils héritaient à la suite d'une guerre qui a abouti à la création d'un État militaire conduit par d'anciens esclaves et d'anciens libres en pleine rivalité dans la lutte pour le pouvoir? Quelle compréhension pouvait-il avoir du rôle de la science et de la technique
dans le régime colonial qui venait de détruire? Quel legs vont-ils laisser en termes de production scientifique à ceux qui allaient leur succéder? J'emprunte à Georges Anglade le paradigme générationnel qu'il utilise en qualité de géographe comme outil d'intelligibilité de la dynamique sociale et politique du pays. Ainsi, Anglade qualifie, je cite, tous ceux qui sont nés avant 1804 comme la première génération. C'est un point de départ obligé que l'indépendance. Ensuite, autour de 1810, de 1840, de 1870, naissent la deuxième, la troisième et la quatrième génération du XIXe siècle. La cinquième naît entre 1900 et 1915 et donne naissance 30 ans après, entre 1930 et 1945, à la sixième génération. Il y a certes un flux continu de naissances et de décès et des intergénérations inévitables, mais ce sont les grandes crises sociales et politiques qui donnent le rythme trentenaire à cette histoire. Le temps pour les fils et les filles de remplacer les pères. Ce qui m'intéresse ici, c'est de tenter un survol de la production scientifique de ces générations, de cerner les éléments de contexte et de voir dans quelle mesure il y a eu rupture. Il s'agit de relever les tendances, de caractériser des contenus, de déterminer s'il s'agit de tentatives individuelles, isolées ou d'œuvres collectives, et naturellement d'établir les liens avec le pouvoir et avec l'étranger. En parcourant les documents d'époque, en relisant les ouvrages bibliographiques d'Ulrich Duvivier, par ailleurs c'est mon grand-père, qui a écrit la première bibliographie générale et méthodique d'Haïti en 1924, mais elle a été publiée posthumement en 1941, avec une préface de Pauléus Sanon, celle de Max Bicinte qui a suivi et s'en est inspiré, et plein d'autres ouvrages de référence, on peut se rendre compte que la majorité des études publiées dans la première moitié du XIXe siècle par des Haïtiens concernent principalement l'histoire, le droit et la médecine, et que l'influence étrangère y est encore prégnante dans presque toutes les disciplines. En histoire, il est impossible de passer sous silence, naturellement, les travaux de Madiou, d'Ardouin, de Joseph Rémy, mais comme l'a signalé Pauléus Sanon, les sources de l'histoire d'Haïti, et j'entends aussi bien les sources imprimées que les sources manuscrites, ont ceci de particulier qu'elles sont dispersées dans les bibliothèques et les archives publiques de l'étranger. La plus importante collection d'anciens périodiques haïtiens que j'ai encore vue se trouve à la Bibliothèque nationale de Paris. Or, on voit par là qu'il est quasi impossible d'écrire l'histoire d'Haïti sans sortir d'Haïti. Alexis Beauboin-Ardouin n'aurait pas pu nous donner ses 11 tomes d'études sur l'histoire d'Haïti sans le long séjour qu'il fit à Paris. Saint-Rémy Descailles a composé sa vie de Toussaint Louverture et son Pétion en Haïti et ses autres travaux historiques en utilisant pendant ses années d'exil en France les dépôts d'archives qui se sont trouvés ainsi à portée de sa main. Thomas Madiou a écrit, sans sortir du pays, les 3 tomes de son histoire édités à l'imprimerie Bouchereau de Port-au-Prince. Mais il avait recueilli et compilé par les récits des survivants de la guerre de l'indépendance les documents amassés par son père. Rien ne prouve d'ailleurs que lui, Madiou fils, qui avait fait ses études en France, n'eut pas à s'y livrer à des recherches préalablement à la publication de son ouvrage. Il en est de même dans les autres domaines. En sciences naturelles, botanique, zoologie, géologie, ornithologie, entomologie, la majorité des études publiées dans ces domaines l'a été par des étrangers, ou alors quelques rares Haïtiens, tels un Eugène Naud ou un Victor Dulciné Jean-Louis, qui eux aussi ont publié en France. En médecine également, les travaux d'un Louis-Joseph Janvier, Rosalvo Bobo, Camille, Audin, Détouche, Gentil et plein d'autres éminents médecins relèvent de la même démarche, textes ou thèses isolés, généralement publiés en France. Je pourrais prendre plein d'autres exemples dans le domaine juridique ou religieux. Et il en sera de même pour la 4e génération, celle de la fin du XIXe siècle. Les œuvres de l'époque, bien qu'ayant des caractéristiques scientifiques indéniables, lorsqu'on pense aux travaux de Anténor Firmin, de François-Denis Légitime, de Duverneau-Trouillot, de Katz-Pressoir, de Benito Sylvain, d'Hannibal Price et d'un Demesvar Delorme,
restent et demeurent des travaux individuels isolés. Comme Janvier et Firmin, qui sont de grandes figures de l'intelligentsia haïtienne, Delorme mérite peut-être d'être mieux connu. L'auteur des théoriciens au pouvoir fut nommé secrétaire de la mission La Bonté Sauveur Faubert en Espagne et connu à cette époque à Paris Lamartine, Victor Hugo et Dumas, qui l'honorèrent de leur estime. À son retour, il fut nommé membre de la commission de l'instruction publique du Cap et seconda activement le ministre Élie Dubois dans le département du Nord. On sait qu'Élie Dubois était un des premiers à faire la réforme de l'éducation en Haïti. Député du Cap, Delorme est sous Salnave, ministre des Relations extérieures, de l'instruction publique et des cultes, de l'intérieur, de l'agriculture. Rédacteur du journal Le Moniteur, correspondant de la section des études japonaises, chinoises et indo-chinoises de la Société d'ethnographie de Paris, membre de la Société berlinoise d'anthropologie, d'ethnologie et de préhistoire, ministre résident en Allemagne accrédité au Vatican, il meurt à Paris dans la solitude et le dénuement en 1901. Le profil de ces intellectuels est indéniablement remarquable, comme le sera celui de beaucoup d'autres au tournant du siècle, les autres générations qui suivront. Il nous reste à avoir une meilleure connaissance de leurs travaux. Mais ce qui retient ici notre attention, c'est la déconnexion qui existe entre leur itinéraire personnel, tout à fait exceptionnel, et la difficulté, voire même l'incapacité, d'influencer valablement la société, voire même l'État, en y introduisant des valeurs et des normes scientifiques. D'autant que la grande partie de ces travaux et publications a été faite en réponse à la vision qu'Européens et Américains avaient des Haïtiens et d'Haïti à l'époque et aux propos racistes qu'ils entretenaient à notre égard. C'est presque fini. Il en sera de même lors de la grande blessure que sera l'occupation américaine de 1915-1934, qui verra apparaître les écrivains de la 5e génération, tels que Price Mars et ses travaux sur l'ethnographie, l'histoire et la société, Georges Sylvain sur l'occupation américaine et la littérature, Edzer Villers également, Jacques Roumain sur l'ethnobotanique, la politique, la littérature, Suzanne Comer-Sylvain sur le créole, etc. Ils auront tous une influence sur la génération de la préoccupation et de l'après-Deuxième Guerre mondiale, en dénonçant ce que Price Mars a appelé le bovarisme de l'élite haïtienne. Ils se sont attachés à réhabiliter l'Afrique, la paysannerie, le créole, le folklore, et à dédiaboliser le vaudou. Sans rien enlever à la valeur de certains de ces travaux, ne nous ont-ils pas également conduits à une surenchère du social, de la question de couleur, de l'indigénisme, avec pour conséquence l'utilisation qu'en a fait Duvalier pour asseoir son régime obscurantiste et répressif et causer ainsi la grande cassure générationnelle que l'on a connue dans les années 1960-1980. L'exil, les assassinats, emprisonnements, disparitions de cette génération coïncident, il faut se rappeler que c'est surtout l'université qui a été le premier bastion contre l'arbitraire, coïncident avec une demande populaire d'éducation qui, devant la faiblesse de l'offre scolaire publique, va reconfigurer la sociologie de la population estudiantine du pays et proposer un nouveau paradigme générationnel. Et c'est bien la 6e génération qui va subir les conséquences, cette génération qui naît dans l'après-Seconde Guerre mondiale, au moment où la France reprend ses relations avec Haïti, crée l'Institut français d'Haïti. Mais c'est aussi en ces temps que l'École normale supérieure voit le jour sous la houlette d'Émile Saint-Lô et de Pradel Pompilus, et va se constituer un foyer de connaissances pour cette génération-là, la 6e. En plus, à la même époque, toute une série d'anthropologues, de linguistes, de géographes, de sociologues français et quelques Américains parmi eux, dont Harold Kurlander et Melville Herkovitz. Kurlander a fait de magnifiques travaux sur le vaudou, sur les raras et sur l'ethnomusique haïtienne. Herkovitz s'est établi à Mirbalais et a écrit un livre qui n'a toujours pas traduit, qui s'appelle Life in a Haitian Valley. Peut-être que vous devriez le traduire. Et tout cela débarque au pays et vont influencer les recherches sur le vaudou, le créole, la paysannerie, les villes, les régions, dont Alfred Métro, qui écrira sur le vaudou, Pierre Mabille, Michel Léris, Auguste Viat, Paul Morral, Jacques Barros, Odette Ménesson
Rigaud, qui seront les pionniers auxquels se joindront des intellectuels haïtiens. Il faut dire que c'est aussi l'heure de la première expérience de développement intégré dans le monde sous l'égide de l'UNESCO nouvellement créée, qui se tiendra à Marbial, près de Jacmel, et dans laquelle Métro, Mangonès, les sœurs Sylvain et des experts étrangers s'engageront. Malheureusement, l'expérience se soldera par un échec lamentable. Quelques années plus tard, la France, en collaboration avec la faculté d'agronomie et le ministère de l'Agriculture, mais encore une fois l'Institut national de recherche agronomique de la France, créera le projet de Salagnac sur le plateau de Rochelois, au-dessus de Miragouane. Et la somme de cette expérience donnera lieu à une publication scientifique, Paysans, système et crise, qui reste sans doute la meilleure analyse scientifique de la problématique de l'agriculture paysanne dans le pays. Et dans d'autres champs, il est important de prendre en compte les travaux de Gaillard, de Turnier, de Vertus Saint-Louis, de Georges Anglade, de Michel Roff-Trouillot, de Roger d'Orsainville, Jean Casimir, Lannec-Urbon, pour ne citer que quelques-uns, en étudier le cadre scientifique, les références avec l'état de la question, ici et ailleurs, car ils ont tous été liés à des milieux universitaires ou des centres de recherche français, américains pour la plupart, auxquels il faut bien sûr ajouter tous les académiques étrangers qui eux-mêmes ont fait d'Haïti un important laboratoire de recherche. Alors que la 6e génération poussée par l'exil produira surtout en diaspora, il faudra bien un jour étudier la production scientifique de nos intellectuels en terre étrangère. Et on en arrive à la 7e, et aujourd'hui à la 8e. Je crois que vous, pour la plupart, vous êtes de la 8e génération après l'indépendance. Celle à qui est légué tout cet héritage et qui en devra en faire le tri en problématisant et peut-être en reproblématisant les champs scientifiques. Cette génération et celles qui suivront devra sans doute tenir compte de la double distance et de la déconnexion dont j'ai déjà parlé entre les travaux à caractère scientifique et l'évolution de la société en général, celle révélée par l'incapacité de régénérer l'enseignement scolaire et universitaire dans son ensemble, en y introduisant les problématiques et les résultats de travaux entrepris par des intellectuels isolés ou des groupes de chercheurs, et porter ainsi plus loin l'analyse et le débat scientifique en lui donnant l'ouverture nationale et internationale nécessaire à son épanouissement. Et on comprend bien qu'il s'agit là aussi peut-être d'une responsabilité de l'État, mais pas seulement, car le questionnement dont il s'agit porte aussi sur l'État. Car peut-on continuer à fonctionner dans une société qui nie l'importance de la science dans la production, la construction du savoir, de l'économie, des villes, de la population, de l'État, et qui reconstitue ad nauseam les facteurs de blocage qui interdisent toute émancipation, qui banalisent l'importance de la science dans l'histoire, dans la géographie, dans l'anthropologie, condition indispensable à la construction du lien social. Il y aurait donc un vide, et c'est ce vide qu'il faut commencer à penser combler, en misant sur la présence et la disponibilité de tous ces docteurs, ces doctorants, ces maîtrises et ces maîtrisants, qui, quoique ayant obtenu leur diplôme de troisième cycle, de deuxième ou de troisième cycle dans des universités étrangères, sont passés pour la plupart dans les mailles d'un système éducatif relativement rétrograde, pour ne pas dire entièrement rétrograde, quel que soit le mérite qu'ont eu et qu'ont encore certaines écoles et certains professeurs. Ils en connaissent les lacunes, les déficits et le peu de cas qui est fait de la science. Aujourd'hui, en élargissant leur champ de recherche, leur champ d'abstraction, en définissant le paradigme scientifique dans lequel ils s'inscrivent, en créant une émulation qui contamine les jeunes esprits, et pourquoi pas en s'associant aux aînés, il faut espérer que d'une part, leur nouveau laboratoire de recherche ne soit pas que de simples projets éphémères, mais de vrais centres du savoir, et que d'autre part, des espaces tels que celui-ci permettront à des jeunes hors les murs de l'université et de l'école, de se saisir des enjeux, des immenses aventures dont nous a parlé Félix Guattari au début. Subvertir donc l'esprit scientifique qui s'était associé au régime colonial pour opprimer,
le mettre au service de la société, peut-être de l'État, dans une perspective libératrice. C'est là le vrai défi. Cela suppose un saut conceptuel permettant enfin de faire advenir un État haïtien susceptible de s'approprier cet esprit scientifique, en phase avec un milieu académique en pleine expansion et une société en radicale transformation. Il faut y croire, y travailler. Il y va de notre avenir à tous, à toutes. Je vous remercie. Voilà, en fait, juste avant d'observer la pause musicale pour arriver aux séries de questions et de réponses, laissez-moi vous dire que j'ai retenu deux choses très importantes de l'intervention de Mme Michèle Pierre-Louis. D'abord, reproblématiser les champs scientifiques en Haïti avec un point d'interrogation. Et pour Madame, ce point a toute sa raison d'être car il s'agit de questionner où nous en sommes aujourd'hui dans le débat essentiel sur l'avenir de la science et de la recherche dans notre société. Je pense que la démarche est très philosophique et ça va susciter beaucoup de débats au sein de Café Philo. Et c'est un problème qui est universel. Et pendant cette semaine, j'ai été comme intervenant à l'Université Laval autour du patrimoine immatériel dans le monde. C'est-à-dire la science, la philosophie, la pensée, ça fait partie de notre patrimoine immatériel. On essaie de questionner l'avenir de ce patrimoine-là. Et la deuxième chose que j'ai pu retenir, c'est encore, et sous forme de question, peut-on continuer à fonctionner dans une société qui nie l'importance de la science dans la production, la construction de l'économie, des villes, de la population, de l'État, et qui reconstitue les facteurs de blocage qui interdisent toute émancipation. C'est-à-dire, peut-on continuer à fonctionner dans une société qui banalise l'importance de la science dans l'histoire, la géographie, l'anthropologie, conditions indispensables à la construction du lien social. Voilà, on va faire la pause et on va revenir pour les 7 questions. Ouais. Si gagné qui jetait de l'eau, gagné qui priait, gagné tellement bail de l'eau, qui presque nayé, gagné ses hommes portants, politiques grillés, gagné ses grands-parents, que la vie pliée, gagné ses restes avec que société abliée, gagné ses souffles dans chou que métropole la trié, gagné ses crises au cal, tonton ça me fait briller, pour le casser avec yo chaque fois le besoin pillé, y'a madame Sarah, y'a industriel, y'a moun qui refuse ou droit pour prendre vie réel, y'a qui honnête, y'a c'est vipé, et moun nous reconnaît parfois c'est li ou pipe, y'a c'est bon friend, y'a c'est bon grain, y'a c'est tête pété, y'a c'est bon brain, y'a qui paye yon dette, mais c'est pas li douel, y'a qui dit mais pour lève là, mais c'est pas li tuer, y'a oui là, y'a oui, madame. Gen prend sans garder, gen sans épaulette qui pi chef qui ou gradé, gen professeur qui pas fait étude, y a conseiller moral, mais yo c'est perfide, gen pour acheter, gen pour vendre, gen pour compresse, gen pour ban, gen pour tout le monde, toute couche, toute place, toute bouche, toute classe, toute louche, toute tasse, gen qui diabolise, gen qui démonise. Y'a qui possédait yon baptistère, mais qui sans identité. Y'a ça qui s'est menté des mecs à bon, mais faut ta cimenter y'a caca. Y'a qui gagne histoire, y'a qui gagne la foi. Y'a qui peut monter le ciel pas d'eau, nationalité yo tourne yon fado. Y'a qui pas gagne face, qui pas gagne dos.
ça c'est ça nous baillons comme cadeau. Quelqu'un qui coincé, quelqu'un qui blessé, quelqu'un qui stressé, quelqu'un qui blessé. Y'a un artiste qui dit tout vous me c'est l'eau. KBI City sont différents. C'est la dernière partie de notre café philo. Ce n'est pas la moindre. Et on va d'abord partir pour une première série de questions avec Rav Jean-Baptiste, Casimir Jean Williamson, Ismaël de Kirby. Entre-temps, je salue la présence du professeur John Picard-Biron. Je félicite Ricardson Dorsey pour sa modération et Michel Pierre-Louis pour sa présentation. Je m'intéresse beaucoup à la présentation de Michel Pierre-Louis, d'autant que j'ai lu cette présentation, son texte dans le cadre de la présentation qu'elle en avait faite pour les travaux préparatoires du séminaire au LADIREP. J'estime que c'est un texte qui parle et qui ouvre des perspectives effectivement réjouissantes par rapport aux sciences scientifiques en Haïti, comment on peut les reconsidérer, comment ces sciences scientifiques sont reconfigurées également. Il n'empêche que j'ai une préoccupation par rapport à cette intervention qui s'exprime par le fait que je pense qu'après tout, cet État qui, contrairement à ce que Vertus Saint-Louis, qui était mon professeur, aurait tendance à penser, qui a pris naissance en 1804, qui est donc devenu nouvellement indépendant, pourrait à la limite construire dans le détournement une autre logique de scientificité. C'est-à-dire que cet État peut faire appel à un autre régime de discursivité scientifique qui fait que la science telle qu'elle est vue, je ne sais pas, objectivement, tout au moins occidentalement, n'est pas forcément considérée de ce lieu-là par cet État. Parce qu'après tout, la grande question que l'on se pose quand on regarde l'État haïtien, et là je dois faire appel à Alain Gilles pour l'introduction de son concept de détournement dans la projection du regard sur la société haïtienne, sur l'État haïtien en général, fonctionne. De sorte que l'on en est à se demander, aujourd'hui que l'on est surtout très ouvert aux savoirs locaux, au niveau des universités nord-américaines et occidentales dans l'ensemble, est-ce que l'on n'a pas toujours fait science autrement? Est-ce que l'on ne s'est pas toujours arrangé pour avoir, par exemple, un mode de fonctionnement, à la limite, entre guillemets, scientifique, qui n'est peut-être pas vu comme tel par d'autres chercheurs, qui donne des résultats sur le terrain. J'aimerais prendre un exemple pour finir. Aujourd'hui, dans le champ de la politique, tout le monde a tendance, tout au moins la majorité des commentateurs politiques, des analystes politiques, ont tendance à considérer René Préval comme un Machiavel des temps modernes haïtiens. Tout le monde estime que si Préval était président aujourd'hui, peut-être on aurait un autre retournement de la situation, en tout cas en sa faveur. Comment dès lors concilier, si vous estimez que ma lecture de celui-là peut parler, ce possible détournement dans la logique d'Alain Gilles, mais étant mis en lien avec une science occidentale dont peut-être l'État haïtien n'en a que faire. Merci. Michel, je te remercie et je remercie Café Philo et ainsi que le modérateur de ce soir de nous donner cette possibilité de pouvoir discuter de la science. Puisque
Et comme j'aime le dire, la science n'a pas toujours droit de citer en Haïti, et on le sait bien. Alors, j'ai tellement de préoccupations à partager à la fois au grand personnage qui est en face de moi, mais également à tout le public de Café Philo, puisque, en général, surtout ces derniers temps, en général, en intervenant ici à Café Philo, je fais toujours référence à une intervention que j'ai faite, moi, Ismaël, et à ce moment-là, on n'était pas ici. Je parlais d'une autre intelligibilité en Haïti. Mais ce que je veux dire, en réalité, c'est que par rapport à tout ce que vous avez présenté comme outil d'intelligibilité, pour reprendre le terme que vient d'évoquer Ralph, la boîte à outils, je crois pour ma part que le problème haïtien saurait se résumer, pour ainsi dire, à l'émergence à mon avis, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, à des figures, je dirais, littéraires et identitaires. La première modalité saurait se percevoir à travers du folklorisme et aussi de l'indigénisme. C'est cet indigénisme qui sacralise cette Haïti singulière sur laquelle nous avons réfléchi ici, au sein même de cet espace à Café Philo. C'est-à-dire cette Haïti dont on prétend, je dirais, être échappé à la science en général. Et la troisième figure, à mon avis, c'est le 90-dardisme qui donne lieu à une parole éclatée en Haïti. Cette parole éclatée peut se voir, à mon avis, au travers de trois modalités. D'abord, le volontarisme. Si on veut, on peut, ce qui est faux dans notre politique. Et aussi l'athérisme. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de penser en Haïti. Il suffit d'agir concrètement pour réfléchir en Haïti, pour résoudre le problème. Et enfin, je dirais le dégagisme. La deuxième chose que je voudrais partager à l'intervenant de ce soir, puisque franchement, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, c'est que je vois depuis les années 86 qu'on voit émerger, je dirais, pour reprendre le terme de Nietzsche, le château fort de la crise en Haïti. Tout peut être saisi en Haïti au travers de l'intelligibilité de la crise. C'est-à-dire, Haïti est un pays en crise, alors que conceptuellement, c'est impropre. Une crise, on le sait bien, c'est une désorganisation momentanée qui appelle à une solution. Historiquement anachronique, parce que lorsqu'on voit l'histoire des idées en Haïti, la crise n'a pas toujours été à l'ordre du jour. C'est vrai que le problème haïtien, quand même, a toujours perduré, mais on n'a pas toujours appelé ça crise. Et enfin, ça a donné lieu à un... Je vais finir. On est à Café Philo. Oui, je sais. Ça a donné lieu, ça a donné lieu à un confort élitaire, à la fois local et international. Parce que les derniers intellectuels qui ont produit sur Haïti se sentent mieux confortables en disant qu'Haïti est en crise, alors que le problème Haïti outrepasse même le phénomène de la crise. C'est ce qui m'amène justement, moi, qui suis intervenu ici à Café Philo, à nommer cette réalité haïtienne arebo, ou plus scientifiquement hétéropraxie, qui est issue justement de la philosophie foucaldienne, c'est-à-dire une philosophie du détournement, du contournement et aussi du périmètre. Un dernier exemple pour finir, c'est l'accord du 7 février. Tout le monde sait que l'accord du 7 février n'allait pas être respecté, mais on a signé cet accord justement pour le violer. C'est ce que je voulais dire et je ne voulais pas poser de questions. Ce sont les préoccupations que je voulais partager à Mme Duvier-Perlu. Merci. Je salue tout le monde, mais je ne vais pas vous faire l'injure d'être aussi long que mes prédécesseurs. Rapidement, j'ai deux choses qui me préoccupent, Michel. Merci pour l'intervention de ce soir. C'est dans tout votre discours, il y a un impensé. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, c'est quelle est la place de la pensée philosophique dans les recherches intellectuelles scientifiques. Si l'on prend l'Occident par exemple, il y a toujours eu accompagnement de la science, de la pensée scientifique avec la philosophie. Ou je dirais même, pour inverser les choses, la philosophie, la science se détache de la philosophie petit à petit. Or, dans votre discours, il n'y a pas ce cheminement-là, en dehors de quelques cas vraiment passagers, comme celui de François de Légitime, qui a écrit un livre coup préparatoire sur la philosophie qui s'appelle « La science, l'homme ». Le monde, l'homme et la science, et également ce philosophe-là, François d'Alencourt. Sans oublier un événement qui a eu lieu en Haïti en 1944, qui est
le grand congrès de philosophie qui a été tenu en septembre. Je vous poserai la question à la Rouhani, à la Christophe Rouhani. N'est-ce pas parce que Haïti n'existe pas qui fait que la pensée scientifique ne trouve pas son ancrage en Haïti? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas assez d'investissements colossaux dans le pays qui fait que la science, justement, ne s'intéresse pas trop à Haïti? Si l'on prend, comme vous l'avez dit, l'Occident, dans ses recherches, a toujours fait cheminement dans son parcours avec la pensée économique, donc la pensée qui... Bon, pour aller un peu vite, la pensée économique avec la pensée scientifique. Ok, Ismaël, voilà. Merci. Eh bien, je vous remercie pour vos questions et vos commentaires. D'abord, celle de M. Jean-Baptiste. S'agit-il d'un possible détournement, pour employer l'expression de Gilles, et comment nuancer? C'est-à-dire, y aurait-il une autre logique scientifique en Haïti? Aurions-nous inventé un autre chemin dans le domaine de la science et dans le domaine de la logique scientifique? Bon, c'est une question qu'on peut poser, hein? C'est une question qu'on peut poser, à savoir qu'il y a énormément de champs scientifiques aujourd'hui dans ce pays qui ne sont pas explorés, mais aurions-nous inventé quelque chose de neuf, de différent? Je crois que c'est peut-être une question qui fera débat, hein? C'est une question qui fait débat, dans le sens où il faudrait commencer peut-être par bien définir ce que sont que ces champs scientifiques et quelle est la logique scientifique qui pourrait être liée à toutes les questions sociétales, à la question de la recherche elle-même. Parce qu'effectivement, dans le domaine scientifique lui-même, tous les champs sont ouverts. Aujourd'hui, je suppose que c'est un petit peu à cela que vous faisiez référence. Il y a énormément de recherches qui se font en anthropologie en Haïti, pas nécessairement toujours par des Haïtiens. Et il y a une idée qu'il faudrait se départir des champs scientifiques définis par les Européens pour que nous puissions emprunter des voies qui seraient propres à nous-mêmes. Je crois que c'est des questions qui méritent d'être débattues, mais je suis assez mal à l'aise personnellement avec cette question de détournement et de logique scientifique différente, hein. Je ne suis pas tout à fait sûre, parce que le cheminement que j'ai voulu suivre, c'est qu'il y a eu dans cette colonie toute une panoplie de recherches qui ont été opérées sur la nature, sur la connaissance de la nature, sur la connaissance de la démographie, qui étaient au service de la colonisation, et qu'à partir de 1804, on aurait, semble apparemment, hein, tout ceci, encore une fois, mérite d'être très fouillé aussi, hein, et je pense que c'est important de retourner dans les archives des écrivains du 19e siècle et du début du 20e pour essayer de voir justement sur quel socle scientifique leurs études, leurs produits, leurs publications se situaient. Les premières générations se sont tournées pratiquement presque toutes vers l'Europe. Donc, y a-t-il eu rupture vraiment et y a-t-il eu détournement? Je n'en suis pas absolument convaincu. Peut-être que c'est un champ d'expérimentation que M. Jean-Baptiste lui-même devrait pouvoir investiguer. Alors, sur la crise, moi j'aime bien l'idée de cette crise, hein, parce que, en fait, la crise devrait nous mettre en phase tragique. Or, nous ne sommes jamais en phase tragique dans ce pays. Nous sommes au bord de la crise. Nous ne sommes jamais dans la crise. Nous ne sommes jamais en phase tragique telle que les Grecs l'avaient vu lorsqu'ils définissaient les crises. Nous sommes confortables dans la crise. Nous ne sommes pas du tout dans la situation d'être en phase tragique. Donc, il y a quelque part un confort
dans lequel on se situe, et effectivement, on a l'impression qu'on est toujours au bord de cette chose qui n'advient pas. Effectivement, vous avez raison de poser le problème d'une autre intelligibilité de ce que serait cette crise elle-même et des champs qui ont été ouverts pour des investigations aussi bien par les étrangers que par les Haïtiens. Vous avez raison. Pendant très longtemps, le folklore, l'indigénisme, etc. ont représenté des champs d'études qu'il faut encore réexplorer. Moi, je pense qu'il y a dans notre patrimoine scientifique des 8 générations, il y a des champs d'expérimentation qui sont extrêmement intéressants, sauf que on est toujours un peu au bord des choses. On n'est pas vraiment dedans. Alors, l'impensé. Il y a tout un débat. La philosophie serait-elle la science ou serait-elle scientifique? Vous savez, il y a beaucoup de philosophes qui refusent de poser la philosophie aujourd'hui, particulièrement les philosophes du soupçon, refusent de poser la philosophie comme une science. Ils font une nette démarcation entre philosophie et science. Alors, je ne suis pas entré vraiment dans le débat philosophique comme tel, dans le sens où ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était le socle scientifique sur lequel se sont développées toutes les aventures scientifiques de la colonie. Est-il encore ce socle-là sur lequel, post-1804, nous avons essayé de penser? Parce qu'il faut faire aussi une nuance entre recherche scientifique et pensée. La recherche scientifique est une méthode. La pensée est une aventure de l'esprit. Et ce ne sont pas nécessairement deux champs qui peuvent se côtoyer, qui peuvent même par moments se confondre, mais qui sont relativement autonomes. Donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté, sinon par la petite citation de Guattari, puisque je me trouvais dans un café philo, et qu'il dit justement que la philosophie est essentielle à l'existence humaine et ne doit pas simplement se retrouver dans les salles de classe des lycées et des universités, donc qu'elle est partout, et que nous avons un devoir de penser ce monde dans lequel nous vivons, cette globalisation, ces problèmes environnementaux, ces problèmes économiques, et ces problèmes, comment la pensée va se saisir de ces problèmes-là, en même temps que les champs scientifiques, eux, se développent et permettent à la pensée de se saisir de ces champs. Voyez la nuance, ce n'est pas nécessairement deux logiques scientifiques qui sont identiques. Et c'est vrai que je ne me suis pas étendu, n'étant pas moi-même philosophe, je ne me suis pas étendu sur la question proprement philosophique, sinon qu'en citant Hannah Arendt, qui je crois est essentielle dans un débat philosophique, puisque elle, sa position a été de penser l'événement, de penser l'événement. En d'autres termes, les événements qui nous arrivent, avons-nous une capacité de penser ces événements et de tirer de ces événements les logiques philosophiques, scientifiques et autres, sociales, qui sont inscrites dans ces événements. Voilà ce que je dirais. OK. Alors, on y va. Le Haïti n'existe pas, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Oh, mais c'est un autre débat. Oui, on y va rapidement pour une autre série de questions avec Taberneau, Louis-Jeune, Saint-Ville, Giovanni, et puis Jean-Billy Mondésir. La question que je me pose avec le philosophe que j'apprécie beaucoup, Cocklouf, est-ce qu'il n'y a pas dans votre intervention une sorte de tension? Parce qu'au début, vous avez mobilisé la philosophie comme substrat de votre intervention. Et pour citer Heidegger, que j'aime beaucoup, la philosophie se porte fondamentalement sur l'être et sur la crise existentielle. De ce fait, vous n'avez pas mis l'accent sur cette préoccupation-là. Je me demande encore une fois, est-ce que cette tension qui existe dans votre intervention ne pose pas un problème épistémologique dans votre intervention? Ça, c'est ma question. Merci Café Philo, merci Madame Michèle Duvivier-Pierre, lui, mes hommages. Et rapidement, je dirais que
la connaissance aujourd'hui est prédominée par une icône de nègre fort. Okay? Et il y a cette image qui se fait récurrent un peu plus chaque jour, et au détriment de la réflexion elle-même. Parce qu'à l'école, on voit que c'est la récitation, mais ce n'est pas vraiment la réflexion. Donc, je voudrais, par cette interrogation, vous demander, madame, comment arriver à faire de la connaissance une histoire de frayage et de doute, et comment est-ce que la production étudiantine qui est à son nette régression, lorsque je lis des articles produits par des étudiants trop communs en deuxième année, il y a de cela 10 à 12 ans, et je vois qu'il y a aujourd'hui des étudiants qui sont en quatrième année et qui ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Donc, je voudrais savoir comment vraiment arriver et qu'est-ce qu'il nous faut faire concrètement aujourd'hui pour combler ce vide, voire même cette fossé, pour arriver à cette reproblématisation des choses scientifiques. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Merci Café Philo pour cette très belle présentation. Merci Michel, merci Ricardson. Ma question est celle-ci. Moi, j'ai toujours cette peur quand on parle de la science. Et c'est qui finance et qui diffuse. Et est-ce que vous avez, Madame Pierre-Louis, une idée de qui finance les rares activités de recherche scientifique qui se tiennent en Haïti? Et ma deuxième préoccupation, c'est en Haïti, cette terre des poètes, de la littérature, mais quelle est la place de la fiction dans toute reproblématisation de la fiction, dans toute reproblématisation du champ scientifique? Merci. Bon, d'abord, j'aimerais commencer par féliciter Mme Pierre-Louis pour son intervention. Je trouve que c'était une présentation extrêmement bien travaillée. Bon, d'une manière générale, à Café Philo, on ne pose pas vraiment de questions, on fait plutôt des commentaires et des interventions à son tour. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que je vais prendre un peu le contre-pied de beaucoup de choses qui vont être dites. C'est qu'en définitive, je pense que justement dans la société haïtienne, il y a une volonté, si tu veux, de faire scientifique. Bon, de faire de la science. Et ce que je vais dire par là, c'est très simple. En fait, je pense qu'aujourd'hui, dans la société haïtienne, il y a une dynamique que peut-être auquel les gens ne pensent pas, qui est en fait une dynamique qui est due par les analphabètes eux-mêmes. Les analphabètes sont parfaitement conscients, si tu veux, des difficultés qui sont les leurs, et ils font tout ce qui est possible pour que leurs enfants n'aient pas ces difficultés-là. Et moi, je fais cours dans plusieurs universités, et je m'étais amusé à un certain moment à faire un test sur mes étudiants. Et le test était le test suivant. Qui d'entre vous a un ou deux parents analphabètes? Et la majorité de la classe, dans tous les cas de figure, m'avait répondu qu'ils avaient au moins un parent analphabète. Il s'agit là, si tu veux, de quelque chose, d'une dynamique extrêmement importante, d'une dynamique extrêmement forte, qui fait que justement les gens qui n'ont pas eu accès au savoir sont parfaitement conscients de la nécessité pour leurs enfants d'avoir accès au savoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième remarque que j'aimerais faire est extrêmement importante. J'ai l'avantage d'avoir 55 ans, je ne suis plus tout à fait dans la catégorie jeune, et donc par conséquent, j'ai la possibilité d'avoir un regard sur cette société sur les 30 dernières années. Et qu'est-ce que je vois en fin de compte? Je vois que lorsque j'étais au petit séminaire au Collège Saint-Martial, il y avait des gens qui venaient des Gonaïves faire la philo. Parce qu'au Gonaïves, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Et je ne citerai pas de nom, mais il s'agit d'une personne à qui je pense que vous connaissez extrêmement bien, puisqu'à un certain moment, il a été votre secrétaire général lorsque vous étiez à la primature. Ok. Maintenant, alors ce que je voulais dire par là, c'est qu'en 2010, okay, il y a une première génération de jeunes à Petite-Rivière de Bayonnais qui sont descendus en philo à Petite-Rivière de Bayonnais. Et moi, j'ai eu la chance d'être l'encadreur de ces premiers jeunes. Donc, je parle d'une société qui a énormément bougé. Au cours de ces 30 dernières années, sur une dynamique justement de production de connaissances et auquel personne n'a probablement prêté attention. Aujourd'hui, à Hinche, il y a 5 universités. 5. Et je vais même plus loin. Aujourd'hui, à Pignon, plus exactement dans une petite localité qu'on appelle Caïman, il y a une université qui s'appelle l'Université chrétienne de la communauté de Caïman, qui a 3 facultés. Une faculté de théologie, une faculté d'agronomie et une faculté de médecine. Et probablement, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Et au total, parce qu'un jour j'avais calculé, ils accueillent à peu près 200 étudiants. Et je le sais puisque je suis professeur là-bas et que j'y vais chaque dimanche pour revenir chaque lundi soir.
Ok, donc je voudrais tout simplement dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, enfin tout au moins c'est ma perception, la société haïtienne au contraire n'est pas du tout réfractaire à la science, au contraire elle cherche, comme par exemple on a eu si tu veux les marrons du syllabaire, tout comme on a eu si tu veux durant la période de la colonisation, des gens qui ont fait des efforts immenses pour apprendre à lire et à écrire, parmi lesquels justement Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Okay? On a aujourd'hui dans la société haïtienne une dynamique, d'une volonté de connaissance de la part de gens auxquels on ne penserait pas. Je vous remercie. Alors, je vais tenter mes réponses. Et y a-t-il cette tension? Je dirais oui. Oui, par rapport à la première question sur l'épistémologie, effectivement, je le concède. Hein. Au contraire, je pense qu'il faut être en tension. Et il faut savoir peut-être prendre la mesure des tensions dans lesquelles on se trouve dans ces domaines-là. Et il est évident que entre l'être et la science, donc entre la philosophie et la science, il existe une tension. Et je concède que dans mes propos, l'existence de cette tension, comme vous l'avez remarqué, elle est là, et quelque part, elle me permet, moi, de réfléchir sur ces deux aspects importants que sont effectivement l'être et la science. Alors, comment combler les fossés? Vous savez, c'est une question qui ne peut pas relever uniquement d'une intervention, hein. C'est une question réelle, globale dans ce pays. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'avait frappé et depuis le ça, me dit peut-être que société ça en janvier d'eau by la science tout. Je me rappelle quand il y a eu l'éclipse. L'éclipse qui est un phénomène tout à fait naturel, étudié et tout. Hein. Et même l'association médicale haïtienne dans ce pays a demandé à tout le monde de s'enfermer chez soi, de boucher tous les trous et de ne jamais sortir. Et dans tous les pays voisins, y compris dans les petites îles comme la Grenade, etc., il y a eu des tas de gens intéressés, des écoles à qui on amenait les enfants voir tout ça. Ici, il y a même des gens qui sont morts asphyxiés pour avoir bouché tous les petits trous chez eux. Et parce qu'il y a une psychose de peur, même par des médecins et par l'État lui-même, disant que c'est ce qu'il fallait faire. Je prends ça comme exemple pour montrer la difficulté que nous avons, du haut et bas de l'échelle sociale, hein, et dans tous les domaines, à voir l'importance de ces questions-là par rapport au développement de la science dans le pays, par rapport à l'émancipation de notre société et par rapport aussi à quoi en faire de cette recherche scientifique. Pourquoi on fait de la recherche scientifique? Vous savez, la science, vous connaissez bien ce proverbe, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En d'autres termes, il ne s'agit pas de faire de la science pour de la science ou de la faire comme elle a été faite sous la colonisation pour servir les puissances coloniales, mais de voir dans l'intérêt public, dans l'intérêt collectif, y aurait-il des possibilités de mieux saisir les grands défis qui se posent à notre société et de les saisir d'un point de vue scientifique. Maintenant, comment faire en sorte que dès la petite enfance, au lieu de brimer et de battre des enfants, on stimule leur intelligence pour qu'ils puissent explorer, pour qu'ils puissent comprendre ce que sont dès ce jeune âge des concepts aussi élémentaires que la mutation, la permutation, le dosage, etc. On n'est pas du tout dans ce domaine ici. Hein. Vous êtes rentrés dans les salles de classe des tout petits. Il fait noir d'abord. Il y a d'abord, ne serait-ce qu'au niveau même de la prise en compte du développement du cerveau chez l'être humain, l'éducation ici, l'éducation nationale commence à 6 ans.
Or, toutes les recherches scientifiques ont montré l'importance de développer les synapses des enfants dans leur cerveau à partir de 2-3 ans. Or, toutes les écoles préscolaires dans ce pays sont privées. Donc, vous voyez un peu ce qui arrive à ces générations qui n'ont pas pu avoir accès, nonobstant ce que vient de dire l'agronome Noïs. Et donc, oui, il y a des problèmes sérieux qui doivent être posés par rapport à combler les fossés dont vous avez parlé dans votre question et dans vos commentaires. Et introduire une capacité d'exploration, une capacité de connaissance de ce pays. Moi, j'enseigne à l'université. La plupart de mes étudiants ne connaissent ni l'histoire de ce pays, ni sa géographie. Ni sa géographie. Il n'y a même pas une curiosité. C'est vrai que peut-être il y a des contraintes qui sont réelles, mais aussi on attend toujours que quelque chose se passe qui puisse permettre qu'on puisse aller découvrir. Non. On peut aller découvrir ce pays, on peut aller découvrir les gens, on peut aller voir comment ils vivent, et on peut aller justement faire des connexions avec ce que l'on découvrira là, et tous ces grands concepts qui sont et philosophiques et scientifiques. Donc on a des champs extrêmement larges chez nous pour explorer, comprendre et peut-être proposer. Alors, je comprends ton embarras, Billy, puisque tu es un homme de lettres, et ton embarras dès lors qu'il s'agit de science. Quelle est la place de la fiction dans la science? Peut-être qu'il y a des romans scientifiques. Oui. La fiction, c'est une... Alors, peut-être que tu devrais poser la question, quelle est la place de la fiction dans la philosophie? Mais dans la fiction est une capacité que nous avons de rêver et d'inventer. Il est évident que dans la science aussi, il y a une part de rêve et une large part d'invention. Donc, peut-être est-ce là un champ pour un littéraire comme toi d'explorer quelles sont les connexions et quelle place la fiction tient-elle dans la science. Alors, sur le dernier commentaire de l'agronome, effectivement, qu'il y ait une demande d'éducation, qu'il y ait une demande de connaissances, personne ne peut le nier. Et qu'il y ait des mutations sérieuses qui se sont produites dans ce pays au cours des 50 dernières années, et qu'il y ait une demande massive, populaire d'éducation face à une offre publique d'éducation extrêmement réduite, personne ne va contester cela. Et que ce soit des parents qui, eux, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui poussent leurs enfants vers les écoles, encore une fois, on est tous d'accord. Par contre, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Et c'est peut-être là toute la question avec laquelle je vous laisse et qui fera peut-être l'objet de nouveaux débats à Café Philo. Merci beaucoup. Voilà. Café Philo Haïti dit merci à Michel, à l'infatigable Michel Duvé-Pierre-Louis pour son intervention. On vous dit merci aussi d'avoir fait le déplacement. Il n'y a pas de Café Philo sans vous. Le débat est une fête pour l'esprit. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de Café Philo. Voilà. Mais continuez à marcher, les jours la calève, les soleils já monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie.